Donc, bonjour à tous, je vous propose de commencer ce webinaire. Il reste encore quelques personnes à se connecter, mais nous allons démarrer. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par Bretagne Commerce International, dédié aux enjeux fiscaux et sociaux des prestations de services exécutées à l'étranger. Je suis Cindy Le Guern, conseillère internationale sur le volet technique et réglementaire chez BCI. J'accompagne les entreprises qui ont un projet de développement à l'international sur des thématiques douane, logistique, financement, réglementation, pour leur donner les bons leviers tout au long de leur parcours, du démarrage jusqu'au déploiement opérationnel de leurs activités à l'international. Nous suivons régulièrement des entreprises qui vendent des biens physiques à l'international, mais aussi des prestations de services. La réalisation ou l'intervention ponctuelle sur un chantier à l'étranger par une entreprise française est susceptible d'entraîner certaines problématiques fiscales et sociales qu'il est impératif de maîtriser pour sécuriser l'entreprise et ses salariés. Vous envoyez régulièrement des salariés sur site clients à l'étranger et êtes parfois dans l'interrogation quant au cadre social et légal. Donc, dans ce cadre, j'ai souhaité faire appel à Marie Ténière et Benoît Galichon, tous deux avocats au sein du cabinet FIDAL. Ils vont vous présenter les principaux points d'attention à prendre en compte sur le volet fiscal, mais aussi sur le volet social. Avant de leur laisser la parole, très rapidement, BCI, Bretagne Commerce International, qui sommes-nous? Nous sommes donc une structure régionale d'appui à l'internationalisation avec une approche transversale par filière et par métier. Nous sommes une équipe répartie sur toute la Bretagne. Nous avons une gamme de services pour vous accompagner sur la préparation de votre entreprise, mais aussi sur la projection, le déploiement de vos activités à l'international du premier au dernier kilomètre. Vous aurez nos coordonnées sur la présentation. N'hésitez pas à nous solliciter pour toute demande à l'international. Nous sommes à votre disposition. Enfin, un point d'actualité, l'Open de l'International le lundi 1er juillet au couvent des Jacobins à Rennes. C'est une journée riche en informations pour accélérer vos activités à l'international. Une programmation entre des réunions d'information réglementaires, techniques, commerciales, des retours d'expérience, des échanges de bonnes pratiques, des rendez-vous possibles avec nos prestataires étrangers, mais aussi avec des prestataires du commerce international adhérents à BCI. Une conférence inspirante avec des entreprises. Donc, les inscriptions sont possibles depuis jeudi dernier. Donc, au plaisir de vous croiser lors de cet Open. Sur les aspects pratico-pratiques de cette réunion, vos caméras et vos micros sont désactivés pour la bonne tenue du webinaire. Petite précision, le webinaire est enregistré, ce qui nous permettra de mettre le replay sur notre site et les slides projetés à l'écran vous seront partagés. Vous avez la possibilité de nous poser des questions par écrit sur le chat Q&A en haut de votre écran. Donc, questions et réponses. On vous proposera un temps de questions à la fin de la présentation. Merci s'il vous plaît de faire des questions courtes et précises. Les questions de détail, de cas particuliers seront traitées en dehors du webinaire. Et si vous n'accédez pas au module Q&A, vous pouvez envoyer un mail donc à ma collègue Christine Martinet. Avant la fin de cette réunion, nous vous demanderons de remplir un court sondage pour avoir votre feedback. Et aussi, voilà, n'hésitez pas à nous remonter toute thématique que vous aimeriez que l'on développe lors de prochaines réunions d'information. J'en ai fini pour l'introduction de cette session et je vais laisser donc nos intervenants entrer dans le vif du sujet. Merci à vous, Marie et Benoît, pour votre disponibilité et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Cindy, pour cette introduction. Donc, juste une très brève présentation. Comme l'a dit Cindy, Marie et moi, nous sommes avocats au sein du cabinet FIDAL. Donc, moi, je me présente très rapidement. Donc, Benoît Galichon, je suis associé en fiscalité. Donc, je ne fais que de la fiscalité et je coordonne les activités internationales de FIDAL en Bretagne. Voilà. Marie, je te laisse peut-être dire un petit mot. Merci. Alors, Marie Ténière, avocate. Alors, pour moi, département droit social, donc droit du travail et droit de la sécurité sociale au sein de FIDAL. Voilà. Alors, comme Cindy l'a expliqué en introduction, l'idée de ce webinaire, c'est dans l'heure qui vient, c'est d'essayer de vous apporter une vision globale des enjeux fiscaux et sociaux liés aux prestations de services exécutées à l'étranger. Donc, dans le cadre de ces prestations de services, ça peut recouvrir pas mal de situations. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de viser ici, c'est le cas où vous, entreprise française, vous intervenez physiquement à l'étranger pour un client
étrangers ou potentiellement français qui auraient des implantations à l'étranger. Donc, dans ce type de situation, on peut se retrouver, on peut avoir différents flux qui interviennent, hein. On peut avoir effectivement du flux de personnel, donc du personnel qui se déplace sur place pour intervenir. On peut envoyer également des équipements de France vers le pays de destination, de réalisation de la prestation pour faciliter cette dernière. Et donc voilà, et donc tous ces flux à la fois de personnel, d'équipement et les flux de paiement correspondants peuvent avoir des impacts fiscaux et sociaux qu'il convient d'anticiper pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises dans le cadre de ce type de fourniture de services. Donc l'idée, ça va être essayer voilà, d'aborder les principaux points d'attention qui peuvent se matérialisé dans ce type de situation factuelle. On va présenter ça en 2 parties. La première sera sur les principaux aspects fiscaux. Donc, on va parler à la fois des sujets IS sur la problématique de l'établissement stable potentiel lié à l'intervention à l'étranger, le traitement de TVA des factures émises par la société française, un petit focus point d'attention douane sur le transfert d'équipements, de matériel de manière temporaire à l'étranger. Et enfin, les principaux points d'attention liés à la rémunération, à l'imposition sur le revenu du personnel que vous pourriez envoyer à l'étranger de manière temporaire. Et dans une deuxième partie, on verra les principaux points d'attention en matière sociale, donc qui se divisent en 2 grandes parties, hein. C'est le sujet contrat de travail et le sujet protection sociale. Peut-être en introduction, dire un mot, voilà, dans le plan, vous avez vu, on ne va pas aborder tout ce qui est en profondeur, tout ce qui est les sujets retenus à la source sur les prestations de services, donc les paiements qui peuvent vous être effectués par un client à l'étranger au profit d'une société française. Il y a des webinaires spécifiques de BCI là-dessus qui ont été faits, mais ce qu'il faut garder en tête, le sujet retenu à la source, c'est quoi? C'est lorsqu'un client étranger paye une prestation à un prestataire français, en fonction de la nature de la prestation et de la convention fiscale qui existe entre la France et l'État de résidence du client, l'État de résidence du client, donc l'État de la source du paiement, peut imposer une retenue à la source sur le flux sortant donc de paiement de la prestation au profit de la société française. Donc en gros, un client vous doit 100, il va vous payer que 90 et il y a 10 qui va être versé au trésor public local. L'application ou non d'une retenue à la source doit être validée au cas par cas en fonction du contenu des conventions fiscales conclues entre la France et l'état de la source du revenu. Ce qu'il faut garder en tête à chaque fois, voilà, sur cette question-là, c'est la retenue à la source, vous la rencontrez potentiellement dès que vous avez un flux de l'étranger vers la France. Ce n'est pas seulement lié à l'exécution d'une prestation matérielle en France, mais c'est vraiment tout flux de l'étranger vers la France. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet de ce webinaire, mais c'est aussi un sujet à garder en tête lorsqu'on a un paiement reçu d'un client étranger. Donc là-dessus, les points d'attention, c'est anticiper l'éventuelle application d'une retenue à la source en consultant le droit local et la convention fiscale applicable. Et si une retenue à la source s'applique, valider comment en France on va éliminer la double imposition potentielle via potentiellement une exonération de ce revenu à l'IS ou l'imputation d'un crédit d'impôt. Voilà. Donc cette parenthèse cette introduction faite sur ce point-là, plus spécifiquement sur les prestations exécutées à l'étranger, la première difficulté potentielle qu'on peut rencontrer, c'est l'existence d'un établissement stable. Ce qu'il faut retenir là-dessus pour ceux qui n'ont pas la notion de ce que c'est un établissement stable, il faut vraiment se rappeler les principes de territorialité applicables en matière d'impôts pour les entreprises, qui sont différents de ceux applicables pour les particuliers. Nous, en particulier, on est imposé en France, là où on réside, sur les revenus mondiaux, quelle que soit leur source de réalisation, alors qu'une entreprise, elle est imposée
là où ces résultats sont réalisés. Donc, une entreprise française peut être imposée à l'étranger à partir du moment où elle y exploite une entreprise, où elle y dispose d'un établissement stable. Donc, toute la difficulté qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, lorsque je réalise des prestations à l'étranger, que j'exécute matériellement, physiquement des prestations à l'étranger, je vais avoir de la substance sur place. Je vais avoir des personnes, potentiellement un bureau, des équipements, etc., etc. Et c'est à quel moment, finalement, ce niveau de substance, cette intervention à l'étranger, me fait dériver en établissement stable. Et la notion d'établissement stable, elle est définie dans les conventions fiscales conclues entre la France et plus de 140 pays dans le monde, où on nous dit qu'un établissement stable, ça peut être 3 catégories de choses. Ça peut être une installation fixe d'affaires. Donc ça va être des bureaux, par exemple, où on a des agents commerciaux, etc., qui contractent. Ou une personne ou plusieurs personnes sur place qui sont dépendants de l'entreprise et qui ont le pouvoir d'engager l'entreprise. C'est ce qu'on appelle la notion d'agent dépendant dans cette slide. Donc ces 2 premiers points, on ne va pas les évoquer aujourd'hui parce que ce n'est pas le cœur du webinaire. Par contre, un établissement stable, on nous explique aussi que ça peut être un chantier exécuté à l'étranger dont la durée est supérieure à un nombre de mois, dont la durée est variable en fonction des conventions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, là vous avez le modèle de convention, donc l'OCDE fixe des modèles de convention fiscale qui sont plus ou moins repris ensuite par les différents États. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conventions conclues par la France, dans leur grande majorité, suivent le modèle de convention OCDE. Et vous voyez dans cet article 5 sur la définition d'établissement stable, le 3e point nous dit qu'un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois. Donc, c'est là où on a une vraie définition de ce que peut être un établissement stable en fonction de la durée de l'intervention sur place de l'entreprise française. Alors, il y a 2 choses à voir dans cette définition. Il y a à la fois qu'est-ce que c'est un chantier de construction ou de montage et la notion de durée. Alors, les chantiers de construction de montage, là, c'est vraiment, on a une vision très large des différentes administrations fiscales de ce que ça peut être. Ça peut être effectivement tout ce qui est construction de bâtiments, routes, etc., d'infrastructures publiques, tout ce qui est travaux de rénovation, etc., etc. Donc, tout ce qui est lié vraiment à de l'intervention sur de l'immobilier, là, on est dans cette notion de chantier de construction. Et cette notion de chantier, elle va plus loin que la construction même, elle va aussi sur tout ce qui est montage. Voilà, donc là, ça peut être le cas où moi, je suis une entreprise française, j'interviens, par exemple, pour le montage d'une nouvelle ligne dans une usine à l'étranger. Je suis en charge du montage de cette nouvelle ligne. Ce n'est pas moi qui ai construit l'usine, mais moi, j'interviens pendant une durée plus ou moins longue pour installer des nouveaux équipements sur un site industriel à l'étranger. La durée du chantier qui me fait dériver potentiellement ou non en établissement stable, elle part vraiment de la date de début de mon intervention sur place, y compris si j'ai une phase d'étude préalable, etc., jusqu'à l'achèvement ou l'abandon de mon intervention. Donc c'est vraiment une question factuelle. On va regarder, moi, entreprise française, à partir du moment vraiment où j'ai une première intervention sur place, les premiers envois de personnel, etc., etc., pour savoir quand est-ce que mon chantier commence pour le calcul de sa durée. Et ainsi calculer si je respecte le critère de nombre de mois sur place fixé par la convention fiscale. Alors évidemment, il y a beaucoup de groupes qui, pour éviter la reconnaissance d'établissements stables à l'étranger, essayent de fractionner leurs chantiers ou leurs projets locaux pour à chaque fois avoir des contrats qui ne dépassent pas la durée prévue par la convention ou qui vont finalement fractionner ou les chantiers dans la durée ou les chantiers entre nombre de sociétés d'un même groupe. C'est-à-dire que si je prends, on peut prendre un exemple bête, on peut se dire une entreprise comme Vinci pourrait se dire bon il y a un nombre de filiales important, Vinci France, qui interviennent sur un chantier à l'étranger et on ne va pas tout filer à la même société française pour fractionner les choses dans le temps pour éviter la reconnaissance d'un établissement stable. Donc ça, il faut savoir que
les administrations locales, ils sont très attentifs, et donc on a des règles prévues par l'OCDE qui sont généralement reprises par les administrations locales pour permettre la reconnaissance d'un chantier dans ces situations-là. Voilà. Là, je vous ai mis bon, des exemples. Alors, dans l'OCDE, c'est effectivement une durée de 12 mois qui est prévue pour un chantier établissement stable. Dans le modèle de convention qui est fixé avec les Nations Unies, on a un délai de 6 mois uniquement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que on a même dans les conventions fiscales conclues par la France des cas où on nous reconnaît un établissement stable, y compris pour des chantiers de plus de 3 mois. Donc, par exemple, on a le cas notamment avec l'Algérie. C'est des pays où il y a quand même certains acteurs français qui interviennent de manière régulière. Donc l'Algérie, par exemple, si vous intervenez pendant plus de 3 mois sur un chantier local, eh bien, vous vous retrouvez avec un établissement stable en Algérie. Et donc, qu'est-ce que ça implique, la reconnaissance d'un établissement stable en cas de chantier à l'étranger? C'est simplement que le résultat lié à ce chantier réalisé à l'étranger doit être déclaré dans le pays local et l'impôt payé dans le pays local sur le revenu correspondant. Symétriquement, à partir du moment où ce résultat est imposé à l'étranger, il n'est plus à déclarer dans les résultats de votre entreprise française. Donc, il n'y a pas de double imposition. Donc, ce n'est pas forcément grave d'avoir un établissement stable à l'étranger. Par exemple, si on vous reconnaît un établissement stable dans un pays où vous avez un taux d'IS, je ne sais pas, à 10%, parce que vous allez sortir du résultat taxable en France à 25 pour le taxer à 10 dans le pays de réalisation de l'établissement stable. Donc, il ne faut pas voir ça forcément comme un problème. Ça peut être plus optimisant fiscalement. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Simplement, effectivement, à partir du moment où j'ai un établissement, je sors du résultat français pour l'imposer dans le pays local. Voilà sur ce premier point rapide sur les sujets IS. Ensuite, on a des points importants. Là, on peut avoir souvent des questions sur le régime TVA applicable aux prestations que je fournis ou que j'exécute à l'étranger. Donc là, le propos va être principalement focus sur des prestations B2B qui vous concernent principalement, même si vous verrez dans la slide suivante, on évoque également le régime B2C. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en France, à partir du moment où le preneur est assujetti, donc votre client, en gros, dès que je suis en B2B, normalement, la prestation est soumise à la TVA du lieu d'implantation de votre client. Voilà. Donc, je fournis une prestation à un client, à une entreprise espagnole. Ma facture émise par la France est sans TVA française et c'est la TVA espagnole qui s'applique avec de l'autoliquidation de la TVA en Espagne. J'ai des exceptions pour certains types de prestations et celles qui peuvent nous intéresser aujourd'hui, c'est notamment celles qui sont dans le cadre 3, parce que le cadre 2, c'est les exceptions, mais que en B2C. Donc on ne va pas s'y étendre aujourd'hui. Peut-être que si vous avez du client en B2C, on répondra, poser une question là-dessus et on pourra y répondre. En B2B, ce qui est très important, c'est l'exception liée aux prestations de services qui se rattachent à un bien immeuble. Parce que là, je vais sortir de mon champ où c'est de la TVA du lieu d'établissement du client qui s'applique vers la TVA du lieu d'implantation de l'immeuble. Donc là, on se retrouve finalement, vous pouvez par exemple, vous faites une intervention sur un immeuble qui est situé en Espagne, mais votre facture est adressée, je ne sais pas, à une société allemande, à une société française, etc. Normalement, on devrait se dire, j'applique la TVA du lieu d'établissement du client. Et dans ce cas-là, non, on se détache du lieu d'implantation du client et on va chercher la TVA du lieu d'implantation de l'immeuble. Donc ça, c'est très important. Tout ce qui est prestation de services liés à un immeuble, donc ça peut être une prestation de construction, de nettoyage, d'architecte, de montage d'équipements qui vont devenir des immeubles juridiquement, et bien toutes ces prestations-là
elles sont soumises à la TVA du pays de localisation de l'immeuble, ce qui peut entraîner dans certains cas des obligations déclaratives dans ce pays. Donc voilà, il faut toujours se dire, voilà, à partir du moment, le réflexe qu'il faut avoir, c'est en B2B, à partir du moment, bon, si le client et l'immeuble sont dans le même pays, ça pose pas de difficulté parce que en fait, ça changera pas la TVA applicable. La difficulté, c'est quand je facture une entité qui est différente qui est implantée dans un pays différent du lieu de l'immeuble. Et là, je peux avoir effectivement des ratés. Donc, il faut toujours se poser la question, à partir du moment où j'ai vraiment une prestation en lien direct avec un immeuble, de la juste application de la TVA. Voilà, donc là, je vous rappelais, vous avez quelques exemples effectivement de ce qui est, de ce qu'on vise en tant que prestation rattachée à un immeuble, hein. Donc, c'est toutes les prestations qui vont modifier physiquement ou juridiquement un immeuble. Donc, voilà, c'est vraiment, on n'est pas sur le conseil pur, on est vraiment sur les prestations qui peuvent avoir un impact sur la situation de l'immeuble ou sur sa situation juridique. Donc la rédaction, par exemple, des actes translatifs de propriété, si vous êtes notaire, alors je crois qu'il n'y a pas de notaire connecté, mais là, potentiellement, il y a des sujets TVA en fonction du lieu de l'immeuble. Alors ça ne vous concerne pas, mais c'est aussi une des exceptions liées aux prestations de services exécutées à l'étranger. On a des règles spécifiques pour tout ce qui est prestations de services culturelles, artistiques, sportives. Je ne crois pas que ça concerne le public connecté. Et là aussi, vous avez une déconnexion. On va chercher la TVA du lieu de réalisation de la prestation dans ces situations-là. Mais voilà, là, je pense que là-dessus, on ne va pas s'étendre. Et je vais peut-être mettre, et voilà, ça c'est aussi une slide importante, c'est que au sein de l'UE, lorsqu'on réalise des prestations exécutées dans un autre État que la France, mais au sein de l'UE, on est dans une situation confortable parce que la TVA, on a les mêmes règles dans tous les États membres de l'Union européenne en matière de territorialité. Donc on n'a jamais de risque de double imposition, de double TVA, on va dire, dans une situation France-UE. Ça, c'est vraiment un point important à comprendre, c'est que la TVA, c'est le seul impôt harmonisé, c'est les mêmes règles partout, donc on ne peut pas avoir une TVA française et une TVA espagnole sur la même prestation. Ça, c'est vraiment hyper important à comprendre. Par contre, lorsque je réalise des prestations dans des États tiers à l'Union européenne, potentiellement, je me retrouve dans des situations où je peux avoir à la fois de la TVA française qui s'applique et potentiellement de la TVA, alors qui s'appellera pas forcément TVA, mais de la TVA, par exemple américaine, de la GST qui s'applique potentiellement en fonction des règles de territorialité qui peuvent être différentes dans l'État membre concerné. Donc, par exemple, et ce n'est pas parce que j'ai une exonération de TVA en France que j'aurai une exonération de toute TVA sur ma prestation. Par exemple, si je réalise une prestation auprès d'une entreprise américaine aux États-Unis, juste d'entretien d'une machine agricole ou de quelque chose qui n'est pas de l'immeuble, en principe, là, d'un point de vue français, je n'ai pas de TVA française qui s'applique, puisque je réalise une prestation de service qui n'est pas rattachable à un immeuble. Donc, c'est une prestation de service fournie à un preneur assujetti dans un État tiers, donc il n'y a pas de TVA française. Mais potentiellement, les règles américaines peuvent m'imposer de la GST sur ce type de prestation. Donc, il ne faut pas, voilà, c'est aussi quelque chose à anticiper, c'est de se dire, voilà, moi, OK, quand je suis avec un État tiers à l'UE, OK, je valide mon régime TVA, oui, non, et je valide aussi, en fonction du lieu de la réalisation de la prestation et du lieu d'implantation du client, si potentiellement j'ai un impact GST ou VAT local. Alors, on va passer rapidement, parce que voilà, juste on va redire un mot des flux de marchandises potentiellement
qu'on envoie ou qu'on vend liées à ma prestation de service exécutée à l'étranger. Donc là, juste vous rappeler vraiment les grands principes. Lorsque je vends des marchandises de la France vers l'Union européenne, vers un autre État membre de l'Union européenne, je réalise une livraison intracommunautaire. Donc c'est quelque chose qui est exonéré de TVA en France et qui est passible de la TVA dans le pays de destination des marchandises. Donc, ça m'entraîne plusieurs choses. Ça m'entraîne déjà, quelque chose qui est souvent oublié, c'est que je dois avoir les bonnes mentions qui sont mises sur mes factures émises par la société française. Donc ça, c'est très important pour justifier de mon exonération de TVA en France. Et je dois aussi, pour pouvoir justifier de mon exonération de TVA en France, remplir certaines conditions, donc qui depuis le 1er janvier 2020 sont plus nombreuses. Hein. C'est que je dois avoir le numéro de TVA de l'acquéreur qui est reporté sur la facture. Je dois correctement remplir le flux de livraison vers un autre État membre sur ma déclaration d'échange de biens, et je dois conserver bien évidemment, tous les modes de preuve du transport des marchandises hors de France. Donc, les lettres des transports, etc., pour, en cas de contrôle, être en mesure de justifier de cette exonération. Voilà, donc ça, il y a des webinaires, c'est des sujets aussi qui sont abordés plus spécifiquement dans d'autres thèmes. Donc, voilà. Mais c'est simplement pour vous rappeler ces points principaux. Donc, sur les livraisons intracommunautaires, là, sur cette slide, on vous met juste quelques conseils importants. C'est voilà, c'est toujours vérifier que les numéros de TVA de vos clients sont valides. Donc ça, vous avez une base de données en ligne qui est accessible pour valider les numéros de TVA. Valider que vos systèmes, vos ERP sont cohérents, c'est-à-dire qu'en fonction du client, des codes TVA qui sont associés, j'ai bien la facture qui sort avec le bon régime TVA. Là, on peut avoir des difficultés parce que pour un même client, en fonction de ce qu'on fait avec lui, on peut avoir plusieurs traitements de TVA différents en fonction de ce qu'on lui fait des prestations, est-ce qu'on lui vend des marchandises, ou est-ce qu'on envoie les marchandises correspondantes, etc. Donc là, c'est toujours bien paramétrer, s'assurer que mes ERP fonctionnent bien là-dessus pour que je sorte le bon régime TVA, que mes factures sont conformes avec toutes les mentions requises, que je fais bien mes DEB et que c'est cohérent avec mes CA3, et que bien entendu, je conserve bien l'ensemble des justificatifs pour pouvoir, en cas de contrôle, transmettre à l'administration française tous les éléments permettant de justifier de l'exonération appliquée. Les livraisons intracommunautaires, les exportations, c'est vraiment des sujets qui sont très contrôlés par l'administration lorsqu'elle intervient. Et donc, juste un mot des exportations. Donc, c'est la même chose, hein, c'est la même logique qu'une livraison intracommunautaire. J'ai une exonération de TVA sur mes exportations à partir du moment où je suis en mesure de démontrer de l'expédition des marchandises hors du territoire de l'État de l'Union européenne. Et donc, là encore, mention spécifique à ajouter sur les factures et conservation de l'ensemble des documents, notamment douaniers, permettant de justifier de l'expédition des marchandises, avec la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est que ces documents, ils peuvent être chez les transporteurs, les logisticiens, etc., et que l'entreprise n'en a pas forcément de double, etc. Et donc, en cas de contrôle, on se retrouve dans des situations compliquées, on n'a pas les documents qui permettent de justifier de cette exportation. Après la TVA, un petit mot rapide sur les douanes. Donc, lorsque j'interviens à l'étranger, potentiellement, je vais y aller avec certains équipements, certaines marchandises, mais de manière temporaire. C'est-à-dire que voilà, je vais déplacer des équipements de France vers l'état de réalisation de la prestation, le temps de réaliser cette dernière, et ensuite tout ça, ça va revenir en France à la fin de mon intervention. C'est également un régime qu'on retrouve sur tout ce que je fais lorsque je vais faire un salon à l'étranger, une exposition, etc. C'est le même régime. Donc ça, c'est des choses qui sont applicables dans vraiment plein de situations à partir du moment où on déplace de choses de France vers l'étranger, hors UE, bien entendu, de manière temporaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en principe, je peux avoir, si je ne fais pas bien les choses, sur ces envois temporaires de marchandises sans transfert de propriété, des impacts TVA droits de douane, à la fois à l'aller et au retour,
si je ne me place pas sous les bons régimes permettant de réaliser ces envois et ces retours sous le bon régime. Et justement, pour faciliter l'intervention des opérateurs, on a ce qu'on appelle le carnet ATA, qui vous permet en fait de bénéficier d'une exonération de TVA et de droits de douane à la fois à l'entrée et à la sortie sur les biens et les équipements que vous envoyez temporairement à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose qui est coordonné par les CCI également, hein. Donc la BCI est vraiment un interlocuteur direct, hein, sur ces questions-là, pour vous assister sur ces sujets-là et bien vous permettre de ne pas avoir de frottement à la fois TVA douane sur finalement les équipements, le matériel que vous sortez de France de manière temporaire ou pour un chantier, un salon, une expo, et qui ensuite va revenir en France à la fin de ça. Et si on ne fait pas bien les choses, bah, on peut avoir par exemple voilà, des droits de douane à l'entrée et de la TVA à l'importation. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est à bien maîtriser et qui se gère, hein. Et voilà. Et donc là, les interlocuteurs, que ce soit au niveau de la CCI, etc., sont tout à fait capables de vous accompagner sur ces sujets-là. Donc on vous a mis sur la slide les grandes lignes, hein, sur le fonctionnement de ce carnet-là. Effectivement, ce que vous verrez, c'est qu'en fait, en pratique, c'est quelque chose, donc moi, personne morale, qui en fait la demande auprès de mon administration française, et ensuite, voilà, il est tamponné à l'entrée, à la sortie, etc., pour prouver qu'on a bien respecter les conditions et que on peut bénéficier de ces régimes, ce qu'on appelle des régimes d'admission temporaire, et bénéficier d'exonération de TVA à l'importation et de droits de douane. Voilà. Sur le fiscal, on va finir par une partie qui est accessoire, mais qui est très importante parce que ça touche à l'argent de chacun des salariés, et ça pose souvent en gros des vraies difficultés pratiques. Donc ça, c'est vraiment des sujets qui ne sont pas à négliger. C'est comment ça se passe quand j'envoie potentiellement de manière temporaire, mais potentiellement assez longue, des salariés à l'étranger pour exécuter des prestations de services alors qu'ils sont salariés droit de travail français résidant en France. Donc là, la première question qu'il faut se poser, hein, c'est vraiment la question de base, c'est en fonction de la durée et des modalités d'envoi de mes salariés en France, hors de France, pardon, est-ce qu'ils restent résidents fiscaux français? Et là, ça peut poser des difficultés parce qu'il y a autant de situations que de salariés concernés. C'est-à-dire que la réponse pour des salariés qui partent pour 8 mois, par exemple, aux États-Unis, s'il y en a un qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, qui pendant les 8 mois, bah, pas de logement en France, rien, a mis son appart en location, etc., et qui part aux États-Unis, bah, lui, il est probable qu'il devienne résident américain, parce qu'il aura beaucoup plus d'attaches côté américain que côté français. A contrario, si son collègue qui part pour la même durée de 8 mois, bah, lui, il est marié, il a 3 enfants, et que bah, pendant la durée de son travail aux États-Unis, sa famille reste en France, ses enfants à l'école en France, donc il a sa maison en France, eh bien lui, il va rester probablement résident fiscal français. Donc pour une même situation professionnelle, on va avoir une situation personnelle fiscale qui sera différente. Donc ça, voilà, c'est la difficulté de avoir les entreprises, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment du cas par cas en fonction de la situation de chacun. Et donc ce qu'il faut savoir pour déterminer où est notre lieu de résidence fiscale, c'est la même chose que pour les chantiers, on va se référer aux conventions fiscales internationales, où on a des critères, c'est ce que vous avez dans la colonne de droite, on a des critères qui s'apprécient de manière successive. On va d'abord regarder où vous avez un foyer d'habitation permanent, donc où vous pouvez loger, hein, de manière permanente. Si vous avez un logement dans les 2 États, on va regarder ensuite là où vous avez le plus d'accroches personnelles et économiques. C'est là où on va regarder finalement où est votre famille, par qui vous êtes payé. Est-ce que vous avez un patrimoine important à titre perso en France, par exemple?
Si on n'arrive pas à déterminer après ce critère numéro 2, on va passer au critère numéro 3, lieu de séjour habituel. Donc là, on va vraiment compter les jours pour regarder là où vous êtes le plus. Et enfin, le dernier critère, si malgré tous les premiers critères, on n'arrive pas à déterminer, on va regarder la nationalité. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Et il ne faut pas se tromper parce que ça peut avoir des impacts importants sur où je dois déclarer mes revenus et où ils sont imposés, etc., etc. Et à partir du moment où ils sont imposés dans un État, symétriquement, ils ne doivent pas être imposés dans l'autre État. Donc ça, c'est vraiment des sujets à anticiper. Ce qu'il faut retenir sur le cas, on va essayer de faire quand même un cas un peu général, hein, c'est sur les salaires. Quelqu'un que vous envoyez temporairement hors de France, en principe, un salaire, il est taxable dans l'État où vous exercez l'activité professionnelle. Donc, vous envoyez quelqu'un 3 semaines aux États-Unis pour travailler sur une chaîne de montage. La convention fiscale, elle vous dit que le principe, c'est que normalement, ce salaire-là, ces 3 semaines-là, ils sont taxables aux États-Unis. Pour éviter les difficultés, pour essayer de simplifier les choses, parce que voilà, on se retrouve dans des situations où un ingénieur français qu'on envoie, je sais pas, dans 10 pays au cours de l'année, il se retrouve à avoir déclaré dans 10 pays. On dit, bon, si vous venez dans le pays que peu de temps et que vous restez payé pendant cette période par la société française, votre salaire reste imposable en France. Donc, si je reprends mon exemple, si mon ingénieur il intervient 3 semaines aux États-Unis, il est resté moins de 183 jours dans cet État, il continue d'être payé par la société française. Dans ce cas-là, exception, son salaire reste taxable uniquement en France et pas de déclaration à déposer aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est des choses aussi à maîtriser parce que c'est au cas par cas en fonction des conventions fiscales, même si elles sont toutes à peu près rédigées sur ce modèle-là. Mais on peut avoir des difficultés si on a des salariés qui à un moment sont plus payés par l'entreprise française, mais par une autre entreprise du groupe potentiellement à l'étranger. Et là, on va voir que mon exception, elle peut plus s'appliquer parce que si pendant les 2 mois, par exemple, où mon ingénieur français intervient aux États-Unis, il est payé par une société américaine, et bien là, l'exception ne marche plus parce qu'il n'est pas resté, il est payé par une société américaine et non par une société française. Et donc, il devra déclarer ses salaires aux États-Unis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des points importants et c'est pour ça qu'on va faire la transition avec le social, c'est que vraiment tous ces sujets d'envoi de salariés à l'étranger pour l'exécution d'une prestation, sur le fiscal, ça va être vraiment du cas par cas en fonction de leur situation personnelle. Et c'est là où forcément un employeur, il n'a pas toujours les infos parce que vous ne connaissez pas le patrimoine de vos salariés, pas forcément. On ne connaît pas forcément leur situation familiale, etc. etc. Donc, on n'a pas forcément les bonnes infos pour leur répondre sur comment ça va se passer en fonction de la durée et de là où on les envoie. Donc, il faut vraiment anticiper ça. Et ensuite, on a tout un tas de systèmes, mais généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est que finalement, l'envoi à l'étranger du salarié n'ait pas d'impact fiscal pour lui. C'est-à-dire que quel que soit le régime fiscal qui va s'appliquer, même s'il a une imposition locale à supporter, on va essayer d'ajuster son salaire pour qu'il touche in fine la même chose que ce qu'il avait avant de partir. C'est ce qu'on appelle la tax equalization de manière générale. Voilà. On peut avoir aussi des situations de split payroll où on va avoir des salaires qui sont versés par 2 entités du groupe, etc. Donc là, c'est des choses qui sont un peu plus complexes, mais qui peuvent être mis en œuvre. Mais voilà. Mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est de l'anticipation et ne pas, sur ces questions d'impôt sur le revenu, faire de généralité, parce que la situation sera vraiment au cas par cas. Et ça me permet de laisser la main à Marie sur les aspects sociaux. Alors, un point maintenant donc, sur les impacts sur le contrat de travail lorsque vous détachez un salarié à l'étranger. Donc, en pratique, il existe 2 types de mise à disposition d'un salarié auprès d'une entreprise qui serait établie à l'étranger. On parle du détachement et de l'expatriation. Alors, en droit du travail, il n'y a pas de définition claire et précise de ce qu'est le détachement et l'expatriation. La définition qui est retenue pour le détachement, c'est le salarié qui est donc envoyé à l'étranger pour une mission
temporaire. Ça signifie que le contrat de travail d'origine va continuer à s'appliquer. Il n'y a pas de rupture du contrat de travail, il n'y a pas de suspension du contrat. Et il n'est donc pas nécessaire de conclure un contrat de travail de droit local avec l'entreprise à l'étranger. Donc, le salarié est toujours dans les effectifs de l'entreprise en France et va pouvoir continuer à bénéficier de tous les avantages, de tous les accords de l'entreprise française. Au contraire, le salarié expatrié est celui qui est envoyé à l'étranger pour une période plus longue et donc le contrat de travail avec l'entreprise française va être suspendu. Et en parallèle, on va conclure un contrat de droit local ou pas avec l'entreprise dans le pays d'expatriation. Dans ce cadre, la rémunération elle est versée par l'entreprise du pays d'expatriation et à l'issue de la mission, eh bien, le salarié revient en France et on va réactiver le contrat de travail initial qui va de nouveau produire ses effets. Pour pouvoir envoyer votre salarié à l'étranger, vous avez plusieurs outils juridiques à votre disposition, que vous ne pouvez évidemment pas contraindre le salarié à partir à l'étranger. Alors, on peut insérer dans le contrat de travail au moment de l'embauche une clause de mobilité internationale. C'est-à-dire que dès l'embauche, le salarié va donner son accord pour pouvoir aller à l'étranger avec donc cette clause de mobilité internationale. Dès lors que cette clause elle est valable, le salarié ne pourra pas refuser sa mise en œuvre. Quelques conditions tout de même, quelques alertes. Les juges apprécient très strictement ce type de clause et elle doit être vraiment bien précise. Vous ne pouvez pas vous contenter d'indiquer dans la clause « le salarié pourra être envoyé à l'étranger ». Ce n'est évidemment pas assez précis. Il faut absolument prévoir la zone géographique dans laquelle le salarié pourra être envoyé pour exécuter ses fonctions. Vous pouvez, pour pouvoir mettre en œuvre cette clause de mobilité, il y a un délai évidemment à respecter. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain demander à votre salarié de partir à l'autre bout du monde. Vous devez exécuter le contrat de travail de bonne foi. Ça signifie qu'il faut un délai de prévenance à respecter. Et encore plus si le salarié a une vie de famille et des enfants et que le détachement pourra avoir un impact en fonction de la durée du détachement. Si le détachement dure par exemple 2, 3, 4 ans, on suppose que le conjoint et les enfants vont suivre le salarié. Donc tout ça, il va falloir l'anticiper et le préparer. Il faut mettre en œuvre en fait cette clause de manière loyale, en toute bonne foi. Il ne faut pas porter atteinte à sa vie personnelle et familiale. Autre point, le salarié pourrait refuser une mise en œuvre de sa clause de mobilité compte tenu de son orientation sexuelle. Notamment, en fait, si le pays d'accueil est un état incriminant l'homosexualité, c'était un motif légitime permettant au salarié de refuser le détachement. Et vous ne pouvez pas sanctionner un salarié dans cette hypothèse. Il faudra donc trouver un autre salarié pour aller dans le pays en question. Le fait d'envoyer un salarié à l'étranger, ça peut être également lié à ses fonctions. C'est-à-dire que les fonctions du salarié impliquent en elles-mêmes des déplacements à l'étranger, une mobilité internationale. Et donc, à nouveau, pas besoin de son accord, puisque normalement, dans le contrat de travail, lorsque vous développez la clause sur les fonctions, vous, normalement, devez déjà indiquer que compte tenu des fonctions du salarié, il peut être amené à effectuer des déplacements à l'étranger pour des durées plus ou moins longues. Vous pouvez également indiquer les zones d'intervention. Par exemple, typiquement, on le voit pour les consultants internationaux, évidemment, c'est le cadre habituel de son activité que de se déplacer à l'international. Si jamais vous n'avez pas prévu ce type de clause où les fonctions du salarié n'impliquent pas une telle mobilité, il vous faudra alors obtenir le consentement du salarié au moment où vous allez vouloir l'envoyer à l'étranger. Et le fait de changer de pays pour exercer son activité de salarié, ça correspond à une modification du contrat de travail. Et vous ne pouvez pas modifier le contrat de travail du salarié sans son accord. Donc à ce moment, il va falloir obtenir l'accord du salarié pour l'envoyer à l'étranger et vous allez devoir matérialiser cet accord par écrit via un avenant au contrat de travail. Et plusieurs mentions seront indiquées dans cet avenant, je vais le préciser un petit peu plus tard. La quatrième solution à votre disposition, c'est le contrat de mission à l'exportation. C'est un contrat de travail qui est conclu pour la réalisation d'une mission en tout ou partie à l'étranger. Et la fin de cette mission constitue le motif de licenciement. C'est un motif de licenciement sui generis. Alors, pour recourir à ce type de contrat, une petite obligation, il faut que ce soit prévu soit par la convention collective de branche
ou alors il faut que vous l'ayez prévu par accord d'entreprise, donc accord collectif d'entreprise que vous pouvez signer avec mon délégué syndical ou CSE si vous n'avez pas de DS, ou alors avec les salariés par référendum éventuellement. Sur les mentions, les informations à transmettre aux salariés détachés, le Code du travail prévoit toute une liste d'informations que l'employeur doit transmettre aux salariés détachés. Donc, sur les premières mentions, donc le pays dans lequel le travail sera effectué, la durée prévue du détachement, la devise qui va servir au paiement de la rémunération, est-ce que vous allez continuer à le payer en euros ou au contraire dans la monnaie du pays d'expatriation en fonction de la durée du détachement, les différents avantages en espèces ou en nature qu'il peut avoir, type véhicule de fonction, logement de fonction, les conditions sur le rapatriement et comment l'entreprise va l'organiser et le prendre en charge. Bien que ce ne soit pas prévu par le Code du travail, il me semble important de prévenir le salarié de sa situation au regard de la protection sociale, ce qu'on va voir un peu après, qu'il sache si oui ou non il est toujours sous la sécurité sociale française et comment ça se passe s'il est malade. Une précision, lorsque le salarié il est détaché au sein de l'Union européenne, donc dans le cadre d'une prestation de service, l'employeur doit l'informer de l'adresse du site internet national, donc du pays de détachement. Donc le site internet qui explique clairement les conditions de travail et d'emploi et les dispositions du droit national. Donc pour la France, c'est le site travail-emploi.gouv. Et donc en gros, il faut donner l'équivalent de ce site internet à votre salarié quand il est détaché au sein de l'Union européenne. Pour avoir accès à tous les sites nationaux des pays membres, vous allez en fait sur le site de l'Union européenne, donc sur le site europea.eu. Et là, vous allez avoir accès à tous ces différents sites internet pour permettre à votre salarié d'avoir connaissance des règles, conditions de travail et d'emploi des pays dans lesquels il va être détaché au sein de l'Union européenne. Si jamais au cours du détachement, il y a une de ces informations qui évolue, par exemple la durée prévue du détachement ou la devise, vous devez alors en informer le salarié dans le mois suivant le changement, la modification. Pour transmettre ces informations à votre salarié, évidemment, vous n'allez pas le faire à l'oral, il faut un écrit pour justifier que vous avez bien transmis ces informations, que vous avez respecté votre obligation. Lorsque le détachement est d'une durée plutôt courte, on va dire moins de 6 mois, en général, on passe par une lettre de mission. Donc, l'objet de cette lettre, c'est de régler les modalités du séjour à l'étranger, tant sur le plan financier, sur la rémunération, est-ce que le salarié va bénéficier d'une prime spécifique parce qu'il est envoyé à l'étranger, mais également sur les conditions de travail, avec les fonctions occupées par le salarié à l'étranger, sa date de retour. On peut aussi, notamment lorsque le consentement du salarié est obligatoire, passer par l'avenant au contrat de travail. Et cet avenant va devoir préciser, outre les mentions qui figuraient sur la slide précédente, il pourrait être opportun d'indiquer éventuellement une période probatoire pour s'assurer que le détachement se déroule correctement et que le salarié s'acclimate bien au pays dans lequel il est envoyé en détachement. Donc ça, c'est plutôt la période probatoire pour des détachements de longue durée de plusieurs années. Important aussi de prévoir les frais de voyage et de déménagement tant du salarié mais également de sa famille. S'il est détaché 6 mois, est-ce qu'il a le droit à un ou plusieurs allers-retours en France, pris en charge par l'employeur? Est-ce que sa famille peut venir le voir et donc les frais seront pris en charge par l'employeur? Donc tout ça, évidemment, est à voir. Il faudra également s'interroger sur le droit qui s'applique au contrat de travail. Certes, vous avez signé un contrat de travail en France, de droit français, mais avec ce détachement, le contrat de travail bascule sur du droit international. Parce qu'il existe un élément d'extranéité au moins, c'est que le lieu d'exécution du travail est à l'étranger. Alors, en principe, lorsque le salarié est détaché à l'étranger, savoir si cela relève du droit français ou du droit local, ça incombe aux parties. Les parties peuvent, en principe, assez librement déterminer le droit applicable. Les parties peuvent se dire, on continue d'appliquer le droit français, quand bien même tu es détaché en Allemagne. Cette liberté de choix a quelques limites. Il faut faire attention aux dispositions impératives et aux lois de police du juge du pays de détachement. Les lois de police, ce sont des dispositions
impératives dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics. Alors, il n'y a pas de liste de ces dispositions impératives. Ça relève en général de la jurisprudence et quand il y a un contentieux. Et le législateur ne précise pas dans la loi, ça c'est une disposition impérative, c'est une loi de police. Donc, c'est vraiment en cas de contentieux que les juges vont devoir s'interroger sur ce sujet. Les lois et les dispositions impératives, ce sont celles auxquelles donc, il ne peut pas être dérogé même si les parties sont d'accord. Et cela concerne, par exemple, pour la France, tout ce qui est disposition sur la durée du travail, les durées maximales. Les dispositions sur le licenciement des salariés protégés, la procédure spécifique qu'il faut respecter lorsqu'on veut licencier un salarié protégé, par exemple. Les parties peuvent décider pour un même contrat, un même détachement, d'appliquer plusieurs droits différents. Ce n'est pas interdit. On peut dire, pour l'exécution, on prend du droit allemand et pour la rupture, on va appliquer le droit français. Mais dans ce cas, ce qui est important, c'est que les différents droits applicables qui s'appliquent ne viennent pas en contradiction l'un avec l'autre. Si jamais les parties n'ont pas choisi un droit qui s'applique, eh bien, le droit applicable va être en principe celui du pays dans lequel le salarié accomplit habituellement son travail, donc la France, ou le lieu de l'établissement employeur. Donc à nouveau, en principe, la France, tout en étant vigilant aux lois de police. Lorsque le détachement est effectué au sein de l'Union européenne, il y a une particularité. Pour éviter une concurrence déloyale entre les différents pays de l'Union européenne et pour protéger aussi les intérêts des salariés, il y a une directive européenne qui vient nous dire, eh bien, quelle que soit la loi applicable finalement à la relation de travail, dès lors que le salarié est détaché dans le cadre d'une prestation de service au sein de l'Union européenne, eh bien, on va devoir faire respecter un noyau dur de règles en droit du travail du pays d'accueil si c'est plus favorable. Donc, si vous envoyez votre salarié en Belgique et que le droit social belge est plus favorable sur ce noyau dur, alors c'est ce droit belge qu'il va falloir impérativement appliquer. Donc, ce noyau dur de règles, ça concerne les périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, la durée minimale des congés payés annuels, la rémunération, donc les minimums conventionnels par exemple, le montant du SMIC, et également tout ce qui est taux et majoration pour les heures supplémentaires, tout ce qui est santé, sécurité, hygiène au travail, les mesures protectrices pour les femmes enceintes ou les jeunes et le travail des enfants, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, tout ce qui peut être aussi les conditions d'hébergement des travailleurs, lorsqu'il leur faut un logement de fonction. Donc, en fonction du pays au sein de l'Union européenne, dans le cadre d'un détachement pour une prestation de service, vous allez devoir regarder pour ce noyau dur si les règles belges, allemandes, espagnoles sont plus ou moins favorables que les règles françaises. Bon, le droit français est quand même très protecteur, donc en règle générale, c'est plutôt le droit français qui a tendance à s'appliquer. Lorsque vous envoyez un salarié en détachement, en tant qu'employeur, vous avez plusieurs obligations. Donc, avant le détachement, lorsque c'est un détachement hors Union européenne, vous allez devoir vous assurer que le salarié a bien les visas, le titre de séjour pour pouvoir partir à l'étranger et travailler. Tous les documents relatifs à ces documents, tous ces renseignements, vous pouvez avoir toutes les infos nécessaires sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais également auprès des ambassades en principe. Pour l'Union européenne, évidemment, Suisse et aussi pour l'espace économique européen, pas besoin de visa ou de titre de séjour, passeport, carte d'identité, cela suffit. Il faut également vous assurer des exigences sanitaires dans le pays de détachement, voir si le salarié a besoin d'être vacciné ou pas et s'il est à jour des vaccinations obligatoires. En principe, quel que soit le pays dans lequel le salarié est amené à être envoyé, vous devez le soumettre à une visite médicale préalable. L'idée, c'est que le médecin du travail puisse s'assurer que le salarié est bien apte à se rendre dans ce pays. Ça peut être également une condition exigée par le pays d'accueil. En pratique, c'est compliqué puisque les médecins du travail sont pas, on va dire qu'il y a une pénurie peut-être des médecins du travail, sont pas franchement dispo et pour avoir des rendez-vous, ça peut prendre du temps. Mais voilà, en principe, vous avez cette obligation à mettre en œuvre avant le départ.
Vous avez également une obligation de sécurité pendant tout le détachement. Ce n'est pas parce que le salarié est loin de l'entreprise que vous n'êtes plus tenu de cette obligation de sécurité. Donc, vous devez faire attention, voir si dans le pays dans lequel le salarié va, il n'y a pas des risques particuliers. On peut penser notamment au risque sur le terrorisme, le kidnapping, et vous devez donc prendre les mesures adéquates pour réduire tout risque. Votre obligation de sécurité, ça vaut tant, ça s'applique autant sur la sphère professionnelle, mais également sur la sphère privée du salarié. Donc, quand bien même il n'est pas au travail, mais par exemple, vous devez quand même être vigilant lorsqu'il sort du travail, qu'il rentre chez lui, etc. Pendant le détachement, vous devez appliquer à votre salarié tous les accords collectifs qui sont en vigueur dans votre entreprise. Je le disais tout à l'heure, le salarié il est toujours dans vos effectifs, le contrat n'est pas suspendu. Donc, il doit bénéficier de l'épargne salariale, des augmentations collectives, il doit pouvoir participer aux élections du CSE éventuellement. À la fin du détachement, vous devez réintégrer, faire revenir le salarié en France à vos frais. Il retrouve son emploi classique en France, ou alors vous pouvez le licencier donc selon les règles de droit commun, c'est-à-dire s'il a commis une faute pour un motif personnel ou alors éventuellement pour un motif économique, tout en respectant les règles du droit français. La fin du détachement n'est pas un motif pour rompre le contrat de travail. Maintenant, les impacts du détachement sur la protection sociale. Au début, je vous ai expliqué la différence entre le détachement et l'expatriation. Alors, autant en droit du travail, on n'a pas de définition, autant en droit de la sécurité sociale, il y a une définition claire de ce qu'est le détachement et de ce qu'est l'expatriation. Donc, le détachement au regard de la sécurité sociale, ça consiste à maintenir le salarié au régime de protection sociale de la France, donc de son pays habituel de l'emploi. Donc, ça signifie que pendant le détachement, le salarié il reste affilié à la sécurité sociale française, globalement. L'expatriation, au contraire, c'est la situation dans laquelle le salarié se trouve au regard de la sécurité sociale et qu'en fait, la durée du séjour est trop longue pour permettre aux salariés de continuer à être affiliés à la sécurité sociale française. Donc, pendant une expatriation, le salarié n'est plus affilié au régime de protection sociale de la France. Le statut du salarié, regarde, par rapport à la protection sociale, il existe deux régimes applicables. Cela dépend de la durée de la mission. Donc, quand la mission de détachement est courte, on considère que le salarié reste affilié à la sécurité sociale de la France. Et le deuxième régime, c'est en fonction du pays d'accueil. Et là, le Code de la sécurité sociale distingue deux formes de détachement. On a le détachement qui est régi en vertu de conventions de règlements internationaux. Donc, le salarié, dans ce cas, est uniquement soumis à la législation française, tant pour les cotisations que pour les prestations sociales. Il n'a pas à s'affilier dans le pays d'accueil où il va être détaché. Donc, cela concerne les détachements au sein de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, parce qu'on a des règlements européens. Et cela va concerner des détachements hors Union européenne avec des pays qui ont signé un accord de sécurité sociale avec la France. La deuxième forme de détachement, c'est ce qu'on appelle le détachement interne. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun règlement international qui s'applique. Donc, c'est un détachement hors Union européenne avec un pays qui n'a pas conclu avec la France d'accord bilatéral. Donc, dans ce cas, pour ce détachement interne, le salarié peut être soumis à la législation française et il se voit appliquer les règles, les lois applicables dans le pays d'accueil. Donc, en fait, le salarié va avoir une double affiliation. Il y aura double prélèvements sociaux. Donc, l'employeur va devoir prendre en charge également les prélèvements sociaux liés à la sécurité sociale dans le pays d'accueil, lorsque la sécurité sociale existe dans le pays d'accueil. Quelques précisions sur le détachement au sein de l'Union européenne, de l'espace économique européen, pour que le salarié puisse être toujours affilié à la sécurité sociale en France. La première condition, c'est la nationalité du salarié. Ces règles du détachement au sein de l'Union européenne, elles ne s'appliquent que si le salarié est lui-même ressortissant de l'Union européenne, ou de la Suisse, ou de l'espace économique européen, ou est apatride.
S'il n'est pas ressortissant d'un de ces États membres, on ne peut pas lui appliquer ce régime de maintien de la sécurité sociale française. Une autre condition qui est pour l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur doit avoir une activité en France. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. L'emploi exercé, troisième condition, le salarié détaché doit exercer en France une activité salariée. Il doit être affilié depuis au moins 1 mois au régime général de sécurité sociale. S'il est affilié depuis moins d'1 mois au régime général de sécurité sociale, son dossier devra être examiné. Et ensuite, sur la durée du détachement. Le détachement au sein de l'Union européenne ne peut pas durer plus de 24 mois maximum. Il y a des situations où ça peut être prolongé, mais c'est très, très spécifique. Ça concerne des professions bien particulières, type des journalistes. Et autre condition, il faut, entre 2 détachements du même salarié avec les mêmes entreprises et dans les mêmes États, un délai de carence, sinon de 2 mois. Donc, si vous ne respectez pas ces 4 conditions, le salarié ne pourra pas continuer à bénéficier du régime de protection de sécurité sociale en France. Avant le détachement, vous allez devoir, en fait, vous allez sur le site de l'URSSAF ou de la MSA si vous relevez de la MSA ou de l'ENIM si ça concerne un marin. Il y a un document, ce qu'on appelle le certificat A1, qu'il va falloir remplir et transmettre à la CPAM. Et la CPAM va vous valider, finalement, va vous rendre ce certificat qui concerne la législation de la sécurité sociale applicable. Et vous allez pouvoir transmettre ce certificat au salarié qui va devoir le garder avec lui pendant toute la durée de son détachement. Ça lui permet, s'il a besoin d'aller à l'hôpital, etc., de pouvoir justifier qu'il est affilié auprès de la sécurité sociale française. Si à ça, il a sa carte vitale européenne et ça lui permet d'être soigné, d'avoir de faciliter aussi les démarches. Si le détachement maintenant dans un État hors Union européenne, mais avec un État qui a signé une convention, un accord, une convention bilatérale avec la France. Alors, à la fin du support, il y a toute la liste des pays qui ont signé un accord avec la France sur la sécurité sociale. Vous aurez toute la liste. Mais vous pouvez également retrouver cette liste sur le site internet du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale. Vous allez avoir toute la liste et accès également à tous les accords si vous le souhaitez. Donc là, plusieurs conditions. Il faut regarder déjà s'il y a un accord qui existe et si l'accord existe, à qui il s'applique. En général, il s'applique aux ressortissants des 2 pays signataires. Donc, si on prend l'exemple de la France avec le Brésil, ça s'applique aux ressortissants français et aux ressortissants brésiliens. Certaines conventions étendent quand même leur champ d'application aux ressortissants d'États tiers. Après, chaque accord fixe la durée du détachement, donc ça va de 6 mois à 5 ans, 5 ans pour le Japon ou les USA. Et en règle générale, il y a une prolongation possible de durée variable. Donc, vous devez, lorsque vous envoyez un salarié dans un pays qui a conclu une convention avec la France, eh bien, vous en tenir à la durée qui est fixée dans cet accord pour pouvoir permettre à votre salarié en fait, d'être encore assujetti au régime de sécurité sociale français. Et au préalable, également, quelques formalités. Il faut remettre un certificat individuel de détachement qui atteste que le salarié reste soumis à la réglementation, à la sécurité sociale française. Et ce certificat peut d'ailleurs être exigé par certains pays. Voilà, et parfois, il faudra le remettre. Maintenant, les conditions sur le détachement du salarié dans un État hors Union européenne et avec un État qui n'a pas conclu de convention bilatérale avec la France. Alors, ça concerne donc soit un détachement hors UE ou un détachement dans un pays qui n'a pas conclu de convention bilatérale, mais ça peut être aussi, vous avez détaché votre salarié au Japon pendant 5 ans, ce qui est la durée prévue, et puis finalement, le détachement doit durer 15 ans. J'exagère, mais imaginons que ça dure 15 ans. Comme vous ne respectez plus les conditions de cet accord bilatéral, vous sortez de cet accord bilatéral et donc vous basculez sur l'expatriation. Et donc là, ça concerne aussi le salarié qui a été détaché. Et voilà. Et donc, on est arrivé au terme de ce détachement par la convention bilatérale. Soit on est sur un détachement qui, au total, n'aura duré que 3 ans.
ou 6 ans si c'est renouvelé. Et donc, on bascule là sur du détachement de 3 ans renouvelable pour une fois, donc 6 ans dans les conditions hors accord bilatéral et hors Union européenne. Si cela dure au-delà de 6 ans ou au-delà de ce que l'accord peut prévoir, vous basculez sur l'expatriation, où là, le salarié ne pourra plus être attaché à la sécurité sociale française. Donc, lorsque vous détachez un salarié hors UE, hors accord, ou hors convention bilatérale, la durée du détachement, c'est 3 ans, donc renouvelable pour une fois pour 3 ans, donc 6 ans maximum. À nouveau, quelques formalités au préalable. Attestation de détachement à fournir à la CPM par l'employeur avant le départ pour que le salarié ait ce document avec lui pendant toute la durée de son détachement. Un point sur la protection sociale et sur les charges sociales, notamment dues en cas de détachement. Le salarié est toujours français, il est toujours dans vos effectifs, vous devez lui faire un bulletin de paye. L'employeur et le salarié restent redevables des cotisations, des contributions sociales, de l'assurance chômage, de la retraite complémentaire, classiquement comme s'il travaillait en France. Rien ne change. Le taux de droit commun, une nuance, c'est si le salarié a sa résidence fiscale à l'étranger, dans le pays de détachement, donc selon les conditions qui vous ont été exposées par Benoît tout à l'heure, un impact éventuellement sur les taux de cotisation maladie. Alors, ça va toucher aux cotisations salariées et pas patronales. Donc, les cotisations maladie passent à 5,5% et le salarié n'est pas redevable de la CSG-CRDS. Si la rémunération est versée dans une autre monnaie que l'euro pendant le détachement, eh bien, les contributions d'assurance chômage seront calculées sur la rémunération perçue convertie en euros sur la base du taux officiel de change, du taux de change au moment de la perception du salaire. Sur la couverture sociale du salarié pendant son détachement, lorsque c'est un détachement européen au sein de l'Union européenne, la prise en charge des soins est faite par l'organisme du pays d'accueil et le remboursement des soins, en revanche, pourra être fait par la CPAM, par la Sécurité sociale en France, sur la base des tarifs en vigueur en France et dans la limite des dépenses engagées. Donc, quand bien même ça aura coûté 400 € à l'étranger, si en France, la base des tarifs, c'est 100 €, le salarié ne sera remboursé que sur cette base de 100 €. Alors, il y a un formulaire spécifique à remplir pour être remboursé par la CPAM et strictement important, impératif que le salarié conserve toutes les factures qu'il paye de ses frais des soins à l'étranger, car ça sera demandé au salarié lorsqu'il va envoyer le formulaire pour être remboursé. Il devra joindre toutes les factures. Lorsque c'est un détachement dans un pays hors Union européenne et lié à la France par une convention bilatérale, les modalités de prise en charge sont en principe dans la convention, donc cet accord bilatéral. Donc ça peut être l'organisme du pays d'accueil, ça peut être la France en fonction des accords. Par exemple, pour le Brésil, on voit qu'un salarié qui est malade ou pour la maternité, c'est la réglementation française qui s'applique. Pareil en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle. Donc là, il faut aller voir les dispositions de l'accord. Lorsque c'est un détachement interne, donc un détachement hors Union européenne ou avec un pays qui n'a pas conclu d'accord avec la France, les IJSS seront versés par la CPM dans les mêmes conditions que si le salarié résidait en France. Mais je rappelle qu'en cas de détachement interne, le salarié aura une double affiliation et qu'il y aura donc paiement double plutôt des cotisations et des contributions. À nouveau, ce formulaire CERFA à remplir par le salarié pour être remboursé de ses soins. Sur l'accident du travail ou maladie professionnelle, un petit point sur la maladie pro. Les maladies tropicales ne sont pas des maladies professionnelles, ce sont les maladies professionnelles au sens du droit français. Lorsque le salarié est envoyé en détachement au sein de l'Union européenne, il bénéficie des régimes de protection sociale complémentaires de l'entreprise. Et les cotisations sont dues normalement, classiquement, et le salarié va pouvoir bénéficier de ces prestations comme s'il était en France. Il peut être aussi opportun que l'employeur souscrive une assurance complémentaire pour compléter l'indemnisation qui est prévue par la mutuelle, notamment si dans le pays d'accueil, les tarifs des frais médicaux sont bien plus élevés que ce qu'on a en France. Donc, pour permettre aux salariés d'avoir une meilleure indemnisation, l'employeur peut souscrire une assurance complémentaire.
Et un petit mot pour finir sur les prestations familiales qui vont évidemment dépendre du lieu, de type de détachement. Si le détachement est de courte durée ou si la famille du salarié reste en France, il n'y a pas de changement, la famille va bénéficier des prestations familiales, pas de souci. Si la famille accompagne le salarié à l'étranger, il y aura un maintien des prestations familiales pendant les 3 premiers mois. Et après, le sort des prestations familiales dépend du type de détachement. Si c'est un détachement européen, les prestations familiales continuent d'être servies, sauf celles soumises à une condition de résidence en France, typiquement les APL. Si c'est un détachement hors Union européenne et hors dans un pays qui n'a pas conclu d'accord avec la France, eh bien dans ce cas, le salarié ne bénéficie plus des prestations familiales. Et si c'est un détachement selon la convention bilatérale, eh bien, la convention peut prévoir le sort de ces prestations et donc prévoir que le service des prestations est exportable. Et dans ce cas, le salarié pourra continuer à bénéficier de ses allocations familiales, par exemple, prime à la naissance. Donc voilà pour les impacts du détachement sur le contrat de travail et au regard de la protection sociale du salarié. Et maintenant, on passe donc voilà, aux questions, si vous en avez éventuellement. Merci Marie et Benoît pour votre intervention. Alors, pour le moment, je vois une question plutôt sur le volet fiscal, donc pour Benoît. Quid des prestations immatérielles, par exemple, changement d'un ERP chez un client, et notamment avec une partie de la prestation faite à distance depuis la France. Est-ce considéré comme un chantier à partir de l'arrivée du consultant sur place? Non, non, parce qu'on ne va pas être, on va pas être sur quelque chose qui est lié à... alors, si c'est un... Ah oui, alors si c'est en TVA, ce ne sera pas une prestation matériellement localisable. En IS, la notion d'immatériel et de voilà, l'intervention d'un ingénieur, enfin, ou d'un consultant sur la mise en œuvre d'un ERP, à mon sens, n'est pas visé par ce qui est de la construction du montage, si vous voulez. Parce que on va simplement, ce consultant, il va simplement intervenir dans les bureaux de son client pour mettre en œuvre le RP, etc., former éventuellement les utilisateurs, etc. Donc pour moi, on n'est pas dans le champ de quelque chose qui peut dégénérer en établissement stable local. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à poser vos questions sur le module QR, questions-réponses. J'imagine que vous avez été très clair, en fait. Sans doute. Je ne vois pas d'autres questions là qui interviennent. Bon. De toute façon, vous aurez les coordonnées donc, de Marie et Benoît sur la présentation qui va vous être envoyée rapidement. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va arriver à la fin de ce webinaire. Je remercie tous les participants pour leur attention. Je remercie chaleureusement Marie et Benoît pour la qualité et la pertinence de votre présentation. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et à bientôt sur de prochaines réunions d'information. Merci à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.